Chers amis, bonjour. Vous avez été nombreux à me contacter, me solliciter depuis le début de ce confinement pour un accompagnement, pour des questions-réponses par téléphone, pour quelques conversations téléphoniques, échanges téléphoniques, pour un coaching de façon plus formelle, structurée, sur une thématique ou une autre. Et je vous en remercie. Parmi le groupe que j'accompagne actuellement, au sein de ce groupe, que je retrouve à raison de 2 séances Skype par jour, en ligne, il y a eu cette très bonne remarque, réflexion, questionnement, formulé par une stagiaire, autour du fait que Jasmine se maquille. Et qu'en tant que pranique, pourquoi est-ce qu'elle se maquille? Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de se maquiller? Et donc cette stagiaire qui se reconnaîtra, de dire à son grand étonnement que ce n'est pas normal qu'une pranique, en tout cas qu'une femme qui se dit pranique, se maquille. Bien évidemment, puisque le maquillage, ce sont des produits industriels, ce sont des produits issus de l'industrie pétrolière et que le corps n'a plus besoin de s'intoxiquer avec ces produits-là, à moins que les produits de maquillage peuvent être aussi bio, entre guillemets bio, issus de l'industrie bio, qu'ils soient 100% naturels. Je pense que ça existe maintenant. En tout cas, je ne suis pas spécialiste de la question. Mais pourquoi est-ce que Jasmine se maquille? Eh bien, très sincèrement, je n'en sais strictement rien. C'est vrai que je suggère très fortement, le plus souvent, à mes stagiaires femmes de ne pas se maquiller pendant leur pause alimentaire, le processus de pause alimentaire pranique, que ce soit de 3 jours, 7 jours, 14 jours, 21 jours. Je leur suggère vraiment de ne pas se maquiller pour reposer la peau et aider la peau à détoxiner elle aussi, grâce à cette pause alimentaire et au principe de l'autophagie-autolyse. Mais il y a toujours une raison à tout. Et c'est vrai que c'est paradoxal, contradictoire, qu'une femme pranique se maquille, au même titre que Olga Podorovskaya, la pranique russe, puisque cette photo en témoigne, elle aussi se maquille. Alors peut-être est-ce que c'est le propre de la féminité, indépendamment de l'état, du statut de pranique ou du vécu de pranique, il y a toujours cette dimension femme chez la femme pranique, il y a toujours cette dimension homme chez l'homme pranique. En tous les cas, c'est évident que ça fera partie de mes questions. Le jour où je rencontrerai, physiquement parlant, Jasmine, puisque ça arrivera, et je ne manquerai pas de lui poser la question et de retourner la réponse, peut-être par vidéo comme maintenant, peut-être par mail ou par téléphone, à cette stagiaire qui hier m'a fait cette réflexion. Et qui, grâce à quoi, nous avons eu un superbe échange avec tout le groupe. Et la séance qui en général dure 45 minutes a duré le double, a duré 1h30 hier matin. C'était vraiment une séance très riche et je remercie très profondément, très chaleureusement toutes les personnes de ce groupe actuel pour tous ces échanges et toute cette nourriture que vous m'offrez aussi au travers de ce qui est partagé. Alors il y a Jasmine qui se maquille bien évidemment, il y a aussi Elitom. Elitom, dont il est vrai que j'ai été surpris au retour de l'Inde, puisque nous étions réunis pour le Festival indien du Prana cette année, première quinzaine de mars, et que j'ai été surpris par voie Facebook de le voir toujours en Inde et porter le masque du fait du coronavirus. Alors bien évidemment, il n'est pas question de ne pas en porter. Je ne voudrais pas véhiculer de messages subliminal sous-entendu qu'il ne faut pas en porter, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est vrai que, en théorie, le pranique n'est plus malade, ne peut plus être malade. Qui plus est un Elitom qui lui est pranique depuis 20 ans, ne mange strictement rien depuis 20 ans et quasi ne boit pas, sinon un verre ou deux de temps en temps, mais en général ne boit pas. Et par définition, la fréquence vibratoire de son organisme est rendue très élevée. Et que, en théorie, nous ne pouvons plus être malades. Nous ne pouvons plus être malades avec l'état pranique.
Alors pourquoi porter un masque? Eh bien, la dimension humaine et non pas pranique. Dans ce cas-là, la dimension humaine est très certainement de rassurer aussi les personnes qu'il croise dans la rue, dans son entourage, et de passer incognito, de ne pas passer pour un opposant, un rebelle, un dissident, un subversif, un marginal, un original. C'est aussi ça l'état pranique, que de rester dans cette dimension humaine et de ne pas susciter trop de réactions, d'opposition par rapport à cette différence, l'état pranique. En tout cas de l'état pranique par rapport à l'état ordinaire de monsieur, madame, tout le monde, qui est identifié à cette réalité du coronavirus, de la pandémie, donc des décès et du décès possible à son niveau, de cette contamination possible, a besoin d'être rassuré. Alors bravo à Elitom qui respecte les consignes avec ses masques. Et puis, c'est vrai qu'on m'avait aussi fait cette réflexion. De temps en temps, on me dit « Mais Henri Montfort, pourquoi il boit du café ?» C'est vrai que c'est paradoxal, c'est contradictoire. Est-ce qu'il y a besoin de boire du café quand on est pranique? Moi qui suggère aussi à mes stagiaires de ne pas boire de café pendant la pause alimentaire pranique, puisque ce n'est pas une boisson indispensable et qu'il va falloir aussi détoxiner le café. Ou que si vous buvez un succédané de café qui est la chicorée, eh bien, cela ne va pas forcément vous prémunir de générer des envies du petit sucre ou de la petite tartine, beurre, confiture, de tout ce qui est associé possiblement au café du matin. Eh bien, tout simplement, Henri Montfort boit du café, un café le matin, dit-il, pour se connecter à la conscience chamanique, à connecter l'esprit de la plante du café et ainsi pouvoir réaliser ses investigations dans le monde du chamanisme. Cela s'explique toujours. Il y a toujours une explication à tout. Et puis il y a Nicolas Pilartz. Nicolas Pilartz qui dit officiellement manger en moyenne un repas par semaine. En moyenne, ça veut dire qu'il va manger peut-être moins et peut-être plus. Au vu de ses bonnes joues qu'il a aujourd'hui, je pense qu'il mange un petit peu plus. Et que dit-il? Il mange aussi de la viande. Alors comment est-ce qu'un pranique, en tout cas un individu, un homme qui se dit pranique, peut-il encore manger de la viande? C'est vrai que c'est complètement ubuesque, c'est vrai que c'est complètement inattendu comme réalité dans le monde du prana. Eh bien, manifestement, non pas qu'il faille absolument plus rien manger, et encore moins de la viande, ou des œufs, ou du poisson, ou des algues, je ne sais pas, mais en théorie, le pranique a reconnecté pleinement la dimension sacrée de la vie au travers du vivant, incarné chez tous les êtres vivants, donc les êtres humains, les êtres animaux, les êtres végétaux. Et pour autant, Nicolas Pilartz mange encore de la viande. Il serait très intéressant d'avoir le retour de Kay. Kay, ce pranique danois, je crois, il est danois, et qui était un boucher. C'était un boucher qui est devenu pranique. Et j'aimerais avoir son retour quant à d'éventuelles prises alimentaires, si lui aussi mange de la viande ou pas, lui qui était boucher. Manifestement, sans aucun jugement de ma part, manifestement, Nicolas Pilartz est toujours face à la bête qu'il décrit comme telle, cette bête qui est en lui et qui, s'il ne lui donne pas à manger et de la viande, ne va pas le laisser tranquille. Alors, une fois encore, manifestement, tout aussi manifestement, Nicolas Pilartz n'a pas réglé ce point. Et ce serait une bonne chose s'il le faisait. Henri Montfort avait raconté que dans une de ses sessions, dans un de ses stages, il avait accueilli un maître
un homme qui était maître de kung-fu, de méditation, de tai chi, de karaté, maître en 4-5 choses comme ça. C'était un maître. Et qu'au bout du 4e jour de stage processus pranique, il avait pris la voiture, avait descendu la montagne et avait foncé droit au village en bas pour aller s'acheter de la viande à la boucherie et de manger de la viande crue, tellement ça le travaillait depuis 3 jours. Et que bien évidemment, le processus avait été fortement contrarié après ça. Donc, comment est-ce que l'on peut se dire maître si on n'est pas au clair avec certains aspects comme cela? Comment est-ce qu'on peut se dire pranique quand on mange encore de la viande? Je n'ai pas de jugement par rapport à cela. Ce qui est sûr, c'est que je n'en mange plus du tout. Depuis le jour où il y a eu cette révélation en clairvoyance, vision chamanique, d'après l'appellation Henri Montfort, qui m'a dit que c'était une vision chamanique à l'époque, en 2012, pour avoir vu une fougasse, une pizza avec de la viande qui dépassait de cette pâte à pain, pâte à pizza, et d'avoir vu superposer à cette pizza une tête de mort, la tête de mort en vision subtile, énergétiquement, vibratoirement parlant, ce qui radicalement m'a fait ne plus avoir envie ni faim de viande et que je n'en ai jamais plus mangé, sauf une fois, peut-être 2 ans après, et d'avoir voulu retester ce à quoi ressemblait la viande et quel goût pouvait-elle avoir, moi qui adorais le poulet, et surtout la peau grillée du poulet, et d'avoir repris une bouchée de poulet et d'avoir véritablement mâché du carton. Voilà, ça a été ma dernière expérience en matière de viande. Donc respect à Nicolas Pilartz, pas de jugement envers lui, mais toujours l'invitation à se mettre à jour avec soi-même pour être le plus en cohérence et en alignement, puisque la nourriture pranique véhicule comme message d'être aligné, alors incarnons pleinement l'alignement et voyons ce que cache le fait d'être toujours dans une relative, petite ou grande prison, dépendance à la viande. Message à Nicolas Pilartz, ce serait une bonne chose. S'il a envie, je peux même l'accompagner dans ce sens, l'aider à résoudre cela. Je suis très sérieux quand je passe ici maintenant ce message à Nicolas Pilartz. Avec tout mon cœur, Nicolas Pilartz. Et puis autre contradiction, autre paradoxe en apparence, dans le monde du prana, chez les praniques, c'était cette année en Inde. Ce pranique me l'a raconté lui-même, sans que je l'ai vu, mais il me l'a raconté, lors d'une promenade avec une personne. Ils ont été accompagnés quelques dizaines de mètres par un chien, très affectueux, c'était une chienne, très affectueuse, que j'ai par ailleurs vue et caressée quasi tous les jours où j'y étais. Dans le fameux centre de la méditation internationale, le Pyramid Valley International, là où se déroulait le festival pranique cette année, eh bien, cette chienne a accompagné quelques dizaines de mètres ce binôme, cet homme et cette femme, cet homme pranique et cette femme non pranique. Et puis, cette chienne se faisait plus empressante, de demandeuse de caresses, puisqu'elle sautait à pattes avant sur cet homme et cette femme pour réclamer des caresses. Donc elle était c'était pas du tout de l'agression, c'était pas du tout un danger perçu d'être mordu. Et après plusieurs reprises où cet homme a demandé à la chienne de les laisser tranquilles, et bien finit par lui donner un coup de pied et l'a chassé par un coup de pied relativement violent, m'a-t-il dit. Comment est-ce qu'un pranique qui se dit pranique peut frapper un chien, qui plus est un chien non agressif, non violent, qui recherche tout sauf à mordre? Je n'ai pas de jugement par rapport à cela. Je constate, j'ai entendu, c'est vrai que ça a été très surprenant et que le lendemain, pour lui de me l'avoir raconté, le lendemain, très tôt, je l'ai vu, puisqu'il y avait des banquettes sur le préau extérieur pour s'allonger version indienne, à l'indienne. Je l'ai vu méditer et lui de me dire que
il était dans un processus de pardon envers ce chien, cette chienne, envers qui il se sentait beaucoup dans la culpabilité, dans le regret d'avoir frappé ce chien. Eh bien tout simplement, comment est-ce qu'un pranik peut frapper un chien? Parce que ce pranik est d'abord un être humain, tout simplement. C'est d'abord un être humain. Autre paradoxe, autre contradiction, comment est-ce qu'une pranik, Olga Podorovskaya, peut-elle encore fumer? Puisque au Festival international mondial du prana en Italie, m'a-t-on relaté que nous avions vu fumer Olga Podorovskaya. Eh bien, fumer, c'est peut-être pour elle comme boire du café pour Henri Montfort, tout simplement une connexion chamanique à la plante du café chez lui et à la plante du tabac chez Olga. J'aimerais avoir les statistiques. J'aimerais vraiment avoir les statistiques. Je n'ai pas fait de recherche particulière, mais j'aimerais avoir les statistiques du taux de cancer du tabagisme chez les chamans au niveau mondial, en Amérique du Sud, dans l'Himalaya, parce qu'il y a aussi des chamans dans l'Himalaya bouddhiste tibétain, puis aussi en Mongolie. Alors, est-ce que c'est contradictoire pour autant? Je ne pense pas, à partir du moment où tout cela est vécu en conscience. Nous restons des êtres humains. Quel jugement à avoir à tout cela? Aucun. Aucun, parce que quand nous ne comprenons pas quelque chose qui est en apparence contradictoire, pas du tout logique, avec une certaine conception de ce que l'on peut faire du prana et des praniques, eh bien, le résumé que je pourrais avoir à tout cela, c'est que le pranik reste un être humain, il est aussi, comme vous et moi, en chemin. Et que quand nous ne comprenons pas quelque chose, il est de bon ton de faire très attention, d'être très vigilant à deux niveaux. Premier niveau étant que quand nous ne comprenons pas, nous avons très vite tendance à juger. Et qui dit juger dit condamner. Et comme le mental dualiste est champion pour généraliser parce qu'il maximalise le négatif, le perçu comme tel négatif, eh bien nous allons généraliser et nous faire une opinion quasi définitive de quelqu'un, de quelque chose. Et cela, c'est pas ce qui est souhaitable, parce qu'il suffit de voir l'état du monde aujourd'hui, qui est le résultat de l'omnipotence, l'omniprésence du mental dualiste, qui lui est le plus souvent assez loin de cette connexion du cœur qui est le propre, le cœur, le propre de l'acceptation, de la tolérance, de l'humilité, de la remise en question et surtout de l'acceptation de la différence. Chacun, chacune est unique et pour autant avec bien des particularités qui font la richesse de chacun et de chacune. Au travers de la différence, de la particularité, des particularismes, de la diversité, de la pluralité, de tous les aspects qui nous composent, au niveau physique, l'apparence physique, au niveau mental, intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau spirituel, au niveau état civil, social, professionnel, etc. Et tout cela nourrit la richesse que nous véhiculons tous. Alors, que nous buvions du café ou pas, que nous fumions ou pas, que nous nous maquillions ou pas, que nous mangions ou pas, que nous soyons praniques ou pas, qu'est-ce que cela a à faire? Au contraire, nous devrions nous réjouir et nous amuser de toutes ces différences qui ne devraient pas nous éloigner, renforcer les dissensions, les dissidences, les oppositions, les conflits relationnels, conflits d'intérêts. Tout cela devrait nous rapprocher tout simplement parce que
voir un pranik boire du café, c'est une opportunité majeure d'être enseigné de ce qu'il vit. Voir une pranik se maquiller, Olga, Jasmine, c'est une opportunité majeure d'être enseigné, d'être enrichi de cette particularité et à son tour de grandir peut-être avec davantage d'acceptation, de réjouissance pour ce que chacun, chacune peut vivre et que nous-mêmes nous ne vivons pas forcément. J'aimerais vraiment discuter, avoir un échange avec Nicolas Pilar sur pourquoi est-ce qu'il mange de la viande. J'aimerais vraiment discuter avec lui. Non pas pour le convaincre, pour le changer, mais pour comprendre. Car tout s'explique. Dans ce monde de l'incarnation, rappelez-vous, une des lois universelles premières, fondamentales, qui nous pilote tous, tant que nous sommes dans l'inconscience des choses, c'est la loi du karma, loi de cause à effet. Et au regard de cette loi de cause à effet, tout s'explique. Et que quand nous devenons conscients, tout peut être allégé, affranchi, libéré. Et ainsi de pouvoir rayonner. Quelle que soit notre faciès, quel que soit notre style vestimentaire. C'est vrai que nous avons souvent vu ces commentaires autour de la bimbo Jasmine, elle qui se maquille, elle qui se coiffe, elle qui se colore les cheveux et elle qui s'habille de façon élégante. Et puis à côté de ça, vous avez Henri Montfort qui s'habille de façon assez commune tout le long de l'année et qui n'est pas forcément dans un style vestimentaire très... Vous voyez ce que je veux dire? Et pour autant qui reste lui-même Henri Montfort. Alors est-ce que c'est mieux d'être Henri Montfort et d'être mieux ou d'être mieux Jasmine? Est-ce que c'est mieux d'être habillé comme ça ou comme ça? Tout cela relève en réalité de la dualité du mental qui oppose tout à tout et qui derrière ça va juger et condamner et faire que vous aurez vos préférences, vos affinités pour un tel et vos rejets pour d'autres. Ce qui est le propre de l'humain, mais ce qui n'est pas le propre de l'être spirituel éveillé dans le rayonnement de l'amour, parce que amour inconditionnel. Quand nous sommes dans l'unité, tout cela n'a plus trop d'importance. Et c'est ça le message principal de cette présentation ce matin, de cette vidéo. Quand nous sommes dans l'unité, tout cela n'a pas trop d'importance. Le plus important pour moi est que chacun gère sa santé, que nous soyons dans le meilleur de notre potentiel, dans le plus bas, le plus petit, le plus minimum de nos automatismes inconscients pilotés par nos casseroles, parce que tout le monde a des casseroles. Absolument, tout le monde a des casseroles. Qui a véritablement tout réglé dans sa vie? Personne. Moi le premier. Il suffit de voir, là aussi c'est un comparatif, une comparaison qu'il a été souvent noté, c'est de voir le côté rayonnement du cœur, en apparence, d'Alina Rouel par rapport à Henri Montfort, ou d'Henri Montfort par rapport à Domenico Provenzano, ou de Domenico Provenzano ou de Nicolas Pilar par rapport à Victor Truviano. En apparence, ce rayonnement du cœur, cette ouverture du cœur, c'est un constat que chacun, chacune peut faire. Et ce à quoi j'ai toujours répondu, qu'il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est que chacun, pranik ou pas, nous en sommes tous là où nous en sommes avec nous-mêmes, et que nous rayonnons plus ou moins du cœur par rapport à notre relatif petit ou grand alignement avec nous-mêmes, par rapport à notre relatif petit ou grand déploiement, rayonnement de notre être de lumière que nous sommes tous, au regard de trois choses, de notre vécu, notre histoire de vie propre à chacun, chacune, au regard de notre personnalité, et donc de ce que nous avons réglé ou pas de nos casseroles, versus de notre potentiel d'être spirituel que nous avons libéré, mais aussi de notre ego. Histoire de vie, personnalité, les casseroles réglées ou pas, et l'ego. Et ainsi, vous pouvez peut-être mieux comprendre pourquoi je rayonne moins que d'autres, plus que d'autres, si tant est qu'il faille faire de comparaison.
Parce que la comparaison est le propre de l'ego, du mental dualiste qui oppose et qui voit plus ou moins chez un tel ou un tel. Tout cela n'a pas trop grande importance en réalité. Et contradiction, paradoxe dans le monde du prana, c'est toujours intéressant de constater ces particularités propres à chacun. Que ce soit finalement, que ce soit dans le monde du prana ou chez monsieur, madame, tout le monde. C'est simplement l'évolution, là où nous en sommes. Le fameux apprendre, comprendre, évoluer, se réaliser avec soi-même, pranique ou pas pranique, on s'en fout. Manger ou pas manger, on s'en fout. Simplement être heureux, en pleine santé, émaner la joie et vivre pleinement. C'est finalement la seule chose qui compte. Me concernant, en termes de paradoxe, de contradiction, c'est vrai qu'il me reste un manteau en cuir. Et que avant le prana, avant l'aventure prana dans ma vie, j'avais 2 manteaux en cuir. J'en ai donné un il y a quelques mois, l'année dernière. Et il m'en reste un deuxième que je vais me réjouir de donner, puisque le cuir est issu de la vache, du mouton, ou je ne sais quoi encore, quel autre animal. Et que très honnêtement, je ne me sens plus de porter de manteau en cuir. Même si, celle-là, c'est une ceinture en... J'ai pas fait exprès pour aujourd'hui cette vidéo, cette ceinture est en tissu, mais c'est vrai que je porte encore des ceintures en cuir, ça m'arrive. Ça fait partie encore des habits que je peux porter. Voilà pour ce matin, sous ce magnifique soleil, après une semaine de pluie. Ça fait du bien, c'est vrai. Alors, ce qu'il faudra retenir peut-être, c'est que soit nous sommes encore dans le mental, dans ce mental de l'opposition de tout à tout, dans la dualité, dans le jugement, la condamnation, la comparaison et donc l'ego, qui oppose tout à tout, et que les contraires ne peuvent que s'opposer, chose que nous faisons quand nous comparons et que nous ne comprenons pas et jugeons une réalité encore présente chez un pranique qui fume, qui boit, qui se maquille, etc., ou qui frappe un chien. Soit nous sommes plus équilibrés dans notre balance mentale-conscience, moins dans l'ego, moins dans le moi-je, moins dans le jugement, moins dans l'identification par la vue à ce que nous pouvons constater, et plus dans la reliance au cœur, le déploiement du cœur, le rayonnement de l'être de lumière que nous sommes tous, quel que soit notre nom, notre statut civil, professionnel, notre religion, notre origine pays, que nous soyons français, musulmans, chinois, américains, thaïlandais, ce que vous voulez, nous sommes tous des êtres de lumière, incarnés, et pour autant, entre guillemets, il y a encore bien du travail chez à peu près tout le monde. Moi le premier, bien sûr. Alors, dans cette conscience du cœur, tout cela n'a plus grande importance, et de se réjouir, de s'amuser de ces particularismes, et non pas de ces contraires qui n'ont pas vocation à s'opposer, mais de ces polarités, plus-moins, lune-soleil, froid-chaud, jour-nuit, gentil-méchant, gros-maigre, raciste-pas raciste, particularités qui sont censées se compléter. C'est la vocation du yin et du yang unifié. Telle est notre vocation sur cette terre ici-bas, au travers de notre incarnation. Et incarner pleinement le yin et le yang unifiés. Merci à vous. Vidéo non exhaustive une fois encore, bien sûr. Merci à vous et j'accueille vos remarques, réflexions, commentaires, si tant est qu'ils soient constructifs, respectueux, pour vous comme pour moi. Et puis, bien évidemment, si vous avez aimé, je n'en parle jamais de cela, je n'y pense jamais. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer, pouce levé, et vous pouvez aussi partager. Merci à vous et belle journée ensoleillée dans vos vies par ce confinement, encore d'actualité. À très bientôt.